Voilà, merci beaucoup, ça nous rajeunit tout ça. On va en reparler un petit peu, mais pas seulement de ça. Au fond, moi, je suis un politicien atypique. J'aime pas parler de moi. Alors que d'autres cherchent les micros, les caméras, les appareils de photo. C'est pas tellement mon cas. Pour ce soir, j'ai accepté, dans le cadre de ces soirées qu'organisent régulièrement les amis du musée Neuhaus, de parler de ma vie publique, comme le dit le titre, et seulement de ma vie publique. Pourquoi ? Parce que j'aurais été maintenant, pendant 10 ans, le dernier préfet roman de Bienne. Alors que pendant des dizaines d'années, on a trouvé que c'était une bonne chose d'avoir un préfet roman à Bienne. Et puis même, je serai maintenant le dernier préfet biennois de Bienne. Bien sûr, plus tard, il pourra en revenir d'autres. Mais on a finalement très facilement laissé faire cette rupture, cette renonciation à quelque chose qui nous semblait apporter un certain équilibre du point de vue du bilinguisme, du point de vue de la mise en valeur de la minorité romande. Alors voilà, préfet, c'est une position très publique dont je vais parler. Je suis arrivé à ce poste public de préfet parce que pendant les 10 ans précédents, je me suis fait un peu connaître comme politicien local en tant que conseiller de ville. Et ça, c'est le chapitre encore avant préfet. Et si, il y a 20 ans maintenant, j'ai été élu au conseil de ville, c'est parce que pendant les 20 ans précédents, je me suis fait connaître par ce qu'on vient de voir. Je me suis fait connaître, plus ou moins connaître, mais quand même. C'est ça qui a permis mon élection au conseil de ville. Je me suis fait connaître dans un métier, mais un métier qui s'est très vite révélé très public, parce que s'occupant uniquement d'un problème de société, d'un problème très sensible, très aigu de société. Et ça, au fond, ce sera le premier de ces 3 chapitres, dont, sauf erreur, je n'ai pas l'invitation ici, mais dont, sauf erreur, on parle dans le titre de cet exposé. Dans chacune de ces 3 fonctions, au Dropin, au conseil de ville, à la préfecture, finalement, si je regarde un peu comment je me suis comporté, j'ai été un peu un perfectionniste. Et tout ça ne vient pas de rien dans une vie. Alors j'ai pensé, et Madame Niffenegger y a fait allusion tout à l'heure, que ça méritait, avant ces 3 chapitres, une petite introduction. À partir... c'est pas tellement. Bien sûr, je vais parler de mon enfance, mais c'est pas l'enfance en tant que telle, mais plutôt à partir de mes appartenances, de mes racines, de mes enracinements. Et puis, je viens essentiellement à ces 3 chapitres. Pour préciser, je me sens un vrai biennois, et puis même, et là, je vais commencer par vous montrer quelque chose que vous connaissez peut-être pas, un vrai biennois, mais même. Vous savez ce que c'est ? C'est des armoiries, ça. C'est des armoiries de Madretsch, où j'ai vécu presque toute ma vie. Et non seulement je me sens un biennois, mais je me sens un vrai Madretscher. Est-ce qu'on dit un Madretchois ? Je ne sais pas. Mais enfin, voilà. Le point de départ. Je me sens vraiment tout à fait un biennois d'origine, un biennois de naissance, un Madretchois implantés et puis en même temps inséparables d'origines qui sont ailleurs. Et puis vous verrez pourquoi je vous dis ça. Si je me sens biennois depuis la naissance, c'est parce que mon père déjà était un vrai biennois, parfaitement bilingue, plus que moi. Il a aussi été conseiller de ville à Bienne d'ailleurs en son temps. Mon père est né dans un grenier de la vieille ville de Bienne, dans une famille pauvre, qui était venu s'installer à Bienne dans le dernier quart du 19e siècle, dans les années 1880 à peu près, je ne sais pas exactement. Mes grands-parents paternels, venant à Bienne, ont voulu fuir la misère qui ravageait
la vallée d'origine de notre famille, au Tessin. C'est une des vallées alpestres du Tessin, la plus belle, la plus sauvage. Ça s'appelle la Valle Onsernone, si vous connaissez. C'est vraiment la plus belle vallée d'Europe centrale, je dirais, moi. C'est une vallée sauvage, où, enfant, je passais une vacance sur deux. Et où je me sens encore immédiatement chez moi. Si j'y vais rarement, mais quand j'y suis, voilà, c'est chez moi. Et puis j'en parle encore, le dialecte sauvage aussi, que j'ai appris de ma grand-mère, qui parlait que ça comme langue, bien qu'elle ait toujours vécu à Bienne depuis 1880 à peu près. Mais je me sens aussi très attaché à l'origine italienne de ma mère. Parce que non seulement mon père, mes grands-parents paternels étaient tessinois, ma mère était une italienne. Enfant, je passais des printemps et des étés entiers dans ma famille italienne, dans les Marches, comme ça s'appelle, la région d'Ancona, si vous connaissez, au bord de la mer Adriatique. Et un de mes premiers horizons d'enfance, c'est l'horizon de la mer Adriatique. Et pour moi, la vraie mer, c'est la mer où le matin le soleil se lève. C'est pas la mer où il se couche de l'autre côté, hein. C'est vraiment ça. Par la suite, j'ai quitté cette mer. Ma première ambition de métier dans ma petite enfance, c'était de devenir capitaine de bateau sur la mer. Alors, je suis devenu capitaine d'autres bateaux sur la terre ferme, mais j'ai longtemps gardé le sentiment d'être ici ce que par la suite on a appelé un secundo. Enfant, bien qu'un vrai Madrechois, d'ailleurs je vais vous montrer encore à quoi ressemblait. Le cœur de Madretsch, c'est la place de la Croix, hein, le Rutzplatz. Une photo de l'époque de mon père, mais où moi j'ai aussi vu ces bâtiments. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui, quand même. Ça, c'est la place de la Croix. Il y a 70-60 ans à peu près. Hein? Là, c'est le restaurant Madretscherhof. Là, maintenant, il y a cet horrible bâtiment où il y avait en bas la COP, il y avait la petite COP du quartier, je ne sais pas pourquoi ça a disparu malheureusement. Ici à droite, il y avait un kiosque, maintenant il y a l'arrêt des bus qui était autrefois ici, au milieu de la place de la Croix. Ça, c'est encore les images vieillottes de mon quartier d'enfance et que certaines d'entre vous ont certainement connu aussi. Alors, je ne sais pas si c'est encore dans vos souvenirs, mais c'était comme ça. Et donc, je me sens vraiment de là. Pourtant, enfant, mon nom, Garbani, me faisait traiter de macaroni par les petits romans de Bienne, et puis me faisait traiter de Tschink par les petits Suisses allemands de Bienne. Et puis, j'ai déjà eu l'occasion de le dire lorsqu'avec le docteur Tadei, on a une fois parlé ensemble de nos souvenirs dans le cadre du parcours culturel. Lorsque ma mère m'a inscrit à l'école, elle a transformé mon prénom. Je m'appelle Filippo, en fait. Et puis elle m'a dit, depuis ce moment-là, tu vas t'appeler Philippe, ça t'évitera des problèmes. Puis voilà, ça en est resté là, mais le souvenir de cette remarque m'est resté, puis c'était, au fond, pas mal pensé. Voilà, j'ai dit que je me sens attaché à ces origines latines, au fond, celles de mes ancêtres tessinois, celles de ma mère italienne. Ce sont les racines, et on leur doit quelque chose. Et si on est devenu quelqu'un, on leur doit, je pense, une dette. Et je me sens appartenir à cette lignée qui parle un dialecte un peu sauvage, qui ressemble plus à l'arabe qu'à autre chose, au Tessin, mais j'appartiens aussi à la douceur de ces paysages de l'Italie centrale. Mais naturellement, j'appartiens tout autant et probablement finalement beaucoup plus aux racines que j'ai décidé de planter et de maintenir à Bienne, où j'ai un jour décidé de revenir après mes études. Et à cette région commune, dont Bienne est le centre, qui va des crêtes jurassiennes jusqu'au fin fond du Seeland. Voilà, si je parle de tout ça, c'est simplement pour dire qu'on peut planter ses racines quelque part, et puis qu'on peut quand même garder des attachements ou des appartenances multiples qui viennent avec la vie,
qui viennent se compléter, qui viennent se compliquer parfois, qui viennent se combiner en tout cas. D'ailleurs, je me sens tout autant appartenir à ma famille française, qui m'est venue de ma femme, qui est française, et de cette famille française qui m'a adopté. Et ça me fait faire le lien avec la culture. Au fond, ma culture, c'est le français. La première langue que j'ai entendue, c'est l'italien. Mais ma culture, c'est le français. Et puis, si je fais le compte, aujourd'hui, je lis davantage de livres en italien qu'en français. Et dans la vie de tous les jours, dans ma vie publique surtout, je parle beaucoup plus le Berndeutsch que le français. Et puis, contrairement à toutes les théories, moi je sais avec certitude que je pense et que je rêve dans plusieurs langues. Et que c'est trop court de dire la langue maternelle, c'est celle dans laquelle on rêve ou on pense. Dans ce sens-là, peut-être j'ai pas de langue maternelle. Voilà, simplement pour dire d'où je viens, avec quel bagage dans le Rucksack, comme disent les Suisses allemands d'ici, et d'où vient peut-être quelque part au fond de moi le besoin ou le désir de m'intégrer, au point de faire de ma vie une vie en grande partie publique. Voilà, comme introduction. Le premier chapitre de ces 3 chapitres, c'est ce métier dont on a vu une image dans cet extrait de film de 1972. Sorti de l'université et des bouleversements de mai 68, j'ai pris le premier emploi qui se présentait. Le chômage des jeunes était totalement inconnu pour ma génération. J'ai trouvé un emploi à l'Office d'orientation professionnelle à Neuchâtel, où j'ai travaillé pendant 3 ans, où je me suis ennuyé pendant 3 ans, mais où j'ai beaucoup appris, parce que c'était vraiment l'atterrissage. Je venais vraiment des nuages théoriques de l'université au vraiment ras les pâquerettes de la pratique d'un bureau, d'un office. Mais pour moi, c'était un métier en passant, même si j'y suis resté quand même 3 ans. Et un jour, par hasard, un ancien copain du gymnase de Bienne m'a proposé une espèce de défi, construire à Bienne, à partir de rien du tout, et contre toutes les idées dominantes, un service de conseil et d'assistance pour les drogués, pour les toxicomanes. On était au début des années 70, on savait qu'en Amérique, que l'Amérique était malade de la drogue en quelque sorte. Et puis voilà que dans notre Suisse bien protégée, on a reçu le même problème en pleine figure, et très vite, avec déjà des morts par overdose, ici à Bienne aussi. Et personne qui sache quoi faire de ça, ou avec ça, ou contre ça. Moi, je ne connaissais rien de la drogue. Ce qui m'intéressait dans ce problème, c'était que ça touchait des jeunes de mon âge. Et puis, alors, l'idée qu'il faille inventer sans aucun modèle existant quelque chose d'utile et d'efficace, c'est ce défi, au fond, qui m'a flashé et qui a fait que très vite j'ai dit oui. J'ai démissionné de Neuchâtel, je suis revenu à Bienne et voilà, un effet de mode, j'ai donné à ce que je voulais faire et qui était rien, un nom anglais, drop-in, qui devait signifier que c'est un lieu, c'était d'ailleurs même pas un lieu au début, c'était la rue, mais quelqu'un à qui on pouvait s'adresser sans formalité et même dans l'anonymat, si on le voulait. Et ce drop-in, je l'ai construit sans jamais m'arrêter, comme on construit une entreprise, si on a envie de construire une entreprise. Et d'ailleurs, j'ai toujours beaucoup tenu à son caractère privé, donc à mon autonomie. Même si, forcément, ayant affaire uniquement à des clients sans argent, ce drop-in, il a toujours uniquement vécu de l'argent public, de subventions, de la ville d'abord, puis ensuite du canton. J'étais tout seul, j'avais pas de locaux, j'avais pas de modèle. J'ai eu la chance tout au début de pouvoir aller en Amérique, à New York surtout, dans la région de New York, où j'ai visité tout ce qui existait dans le domaine de l'aide aux toxicomanes. Et à partir de cette expérience,
j'ai commencé à inventer des méthodes de travail nouvelles parce qu'elles me semblaient adaptées à cette clientèle nouvelle aussi. J'ai appelé mon action, puis c'était bien que M. Scandola ait montré ça, j'ai vraiment commencé sur la rue, et j'ai appelé mon action travail de rue, mais en anglais, de nouveau, street work. Aujourd'hui, ça c'est des concepts tout à fait répandus, tout le monde fait du street work, du travail de rue partout, ça a l'air d'exister depuis toujours, et puis c'était tout neuf, et puis je prétends que ça a été inventé ici à Bienne, mais ça fait rien. Ensuite, progressivement, j'ai aussi construit des méthodes d'aide. J'ai adapté à un niveau vraiment terre à terre une théorie générale qui commençait de naître dans le milieu de la psychologie, ce qu'on appelait la théorie des systèmes. Et puis ça m'a donné une méthode qui prenait en compte toute la famille d'origine du toxicomane. Vous voyez de nouveau cet intérêt pour les origines, pour les appartenances de la personne, et pas seulement pour ce qui naît aujourd'hui dans la vie de la personne. Donc je suis parti de cette intuition qu'il fallait casser l'idée que c'est le drogué qui est un malade, qui a un problème qu'il faut soigner, et remplacer cette idée par l'idée qu'il faut commencer avant la drogue, partir ou remonter en amont de la drogue, et puis le plus pratique, le plus simple, c'était d'impliquer tout de suite toute la famille, chaque fois que c'était possible. Ce n'est pas toujours possible. Et de considérer que c'était cette famille ayant un toxicomane en son sein qui a un problème, et qu'éventuellement le problème venait même de l'histoire de cette famille, ou du contexte de cette famille, et que donc, en travaillant, en essayant de mobiliser toute la famille, on pouvait éventuellement faire un bout de chemin ensemble. Et puis une deuxième intuition, c'était que la prévention, ça ne marche pas, tant qu'elle ne vise qu'à faire peur. Puis j'ai toujours pensé qu'il fallait, au fond, arrêter de parler de prévention et puis donner aux jeunes une bonne éducation avec des bons pédagogues à l'école, etc. Mais bon, je ne veux pas approfondir ça, ça nous mènerait loin. Simplement pour dire, voilà, des idées qui étaient qui n'étaient pas toutes tellement acceptées, et qu'en cherchant simplement d'être utile aux plus paumés des membres de cette société, j'ai essayé d'adopter ou d'inventer des méthodes de travail, au début avec une acceptation nulle de la part de la société. Et en plus de 20 ans, j'ai construit une institution qui à la fin avait 25 collaboratrices et collaborateurs, qui étaient répartis dans plusieurs services spécialisés, l'accueil, la consultation thérapeutique, l'offre de travail, quelque chose de très important, et puis toujours le travail de rue. Et puis tout à coup, au milieu des années 80, un événement. Le tout premier toxicomane que j'avais rencontré 15 ans plus tôt, puis qu'on a vu sur ces images, ça m'a frappé tout à l'heure, je ne me souvenais plus du tout qu'on le voyait là. C'était un personnage de roman un peu. Quand je l'ai connu au début des années 70, il avait 18 ans, c'était le fils d'une prostituée qui était déjà morte, son père était alcoolique, lui-même était homosexuel, lui-même prostitué, donc drogué naturellement, voleur, un peu fou, mais qui a fait par la suite des progrès énormes. 15 ans plus tard, il était toujours en contact avec moi, il est mort pratiquement dans mes bras, sans que les médecins comprennent de quoi il mourait, de quoi il était en train de mourir. On voyait ses poumons devenir de plus en plus noirs, il réagissait à aucun antibiotique, à aucun médicament, c'était inconnu. C'était le premier mort du sida en Suisse. Choc, hein? Voilà, une maladie inconnue qui tue. Et qui tue des homosexuels, qui tue des toxicomanes, parce que c'est transmissible par le sang, donc par des seringues qu'on se passe, ou par des relations sexuelles. Et le surgissement de cette maladie mortelle a tout changé.
beaucoup en tout cas, l'approche de la santé publique. Et pas après pas, moi aussi j'ai dû changer toutes mes idées, toute mon approche de la toxicomanie. Ce qui est devenu urgent tout de suite, il fallait se battre sur le terrain de la survie. Il fallait empêcher que les gens crèvent à la chaîne. Et on a dû prendre des décisions dont on ne savait pas du tout si ça marchait, qui étaient contre toutes nos propres idées reçues. Bienne a été un des premiers lieux où on a distribué en masse des préservatifs. Pour notre génération, les préservatifs, c'était inconnu, jamais vu. La génération de la libération sexuelle, jamais vu à quoi ça ressemblait. On en a distribué en masse. Plus tard, on a distribué gratuitement des seringues. Et puis en même temps, on a organisé le ramassage de seringues utilisées par terre, dans les buissons, dans les parcs. Quelque chose au fond dégueulasse, mais urgent et urgemment nécessaire. Plus tard, on a créé un centre de distribution médicalisé de méthadone pour essayer de faire en sorte que les gens qui s'injectaient l'héroïne passent à quelque chose qui est la même chose, mais qu'on peut boire au lieu de se l'injecter. Et puis plus tard, on a participé à Bienne aux premiers programmes expérimentaux de distribution médicale d'héroïne pour ceux qui n'étaient même pas prêts à faire le pas de renoncer à la seringue et de passer à la méthadone, parce qu'il fallait aussi qu'ils survivent. Et puis plus tard, encore, on a ouvert un local où on pouvait s'injecter même de la drogue illégale, mais sous contrôle médical pour éviter que les gens crèvent de surdose. Si je peux exprimer une expression triviale, mais c'était ça. Les gens crevaient dans les toilettes de restaurants de surdose. Et voilà. Donc, tout un cheminement tout nouveau qui bousculait toutes les habitudes, même morales et même légales, dans une certaine mesure. Et chaque fois qu'on inventait quelque chose de neuf, évidemment, ça ne plaisait pas. Mais moi, j'ai toujours eu la chance d'avoir l'appui de médecins humains, pragmatiques, courageux. Et puis, j'ai toujours eu l'appui de la police, ce qui n'est pas évident. Mais ces policiers de terrain, au fond, je me suis rendu compte qu'ils comprennent très vite de quoi il s'agit. Et puis, j'ai toujours cherché à travailler avec eux. Pour moi, c'était très, très important. Et finalement, d'un certain point de vue, toutes ces innovations ont été un succès, dans le sens où on a pu stopper la propagation du sida au bout d'un certain temps, au bout d'un certain nombre de morts, naturellement, mais chez nos, entre guillemets, toxicomanes, la progression du sida a massivement reculé, et les morts par overdose, qui a été année après année la statistique scandaleuse dans la presse, on n'en parle plus. Les morts par overdose, ça a pratiquement disparu, alors qu'auparavant, c'était des dizaines. Dans ce sens-là, je dis un succès, malgré tout ce qu'il a fallu bousculer. Bien sûr, le problème de la drogue, il n'a pas disparu. Pourquoi ? Surtout, au fond, parce que le trafic de drogue, c'est un des commerces les plus lucratifs au monde, lié au trafic de la prostitution, au trafic des armes, au terrorisme. Tout ça est très lié aujourd'hui encore, et parce que les réseaux internationaux de trafiquants sont devenus extrêmement puissants, du point de vue financier, du point de vue de l'organisation, et du point de vue politique aussi. Et que notre loi a toujours au moins un pas de retard sur cette évolution, et qu'aujourd'hui encore, on arrive à attraper et à punir lourdement les petits consommateurs, mais les gros organisateurs du trafic international, ils passent entre les mailles, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de filet pour eux. Le nom de pas mal de ces gens est connu, pas en tant que trafiquants de drogue, mais en tant qu'autre chose, et leurs photos sont tous les jours dans la presse. Voilà, pour ce premier chapitre, qui a fait que j'ai essayé d'être un petit peu utile, et puis que j'ai été très exposé, ce n'était pas mon but, mais je me suis trouvé très exposé par ce travail un peu ingrat à la tête du drop-in.
Le deuxième chapitre, c'est mon engagement politique. Tout récemment, probablement c'était en 2008, le Journal du Jura et Canal 3 ont fait quelques reportages auprès de quelques personnalités biennoises, y compris Hans Stöckli, pour savoir comment, 40 ans plus tôt, c'est pour ça que je dis, je pense que c'était en 2008, comment 40 ans plus tôt ils avaient vécu le mouvement de mai 68, qui a au fond bouleversé tout le monde. Entre autres, en tout cas, tous les pays d'Europe occidentale ont été très secoués par ce mouvement de mai 68 qui n'a pas duré seulement en 68 et pas seulement au mois de mai, qui a commencé un peu avant, puis qui a duré en tout cas jusqu'en 1972, donc plusieurs années, mais on dit toujours mai 68. Et puis, dans ces petits reportages, qui sont toujours sur Memreg, sur Mémoire régionale, j'ai vu sur Internet, ça m'a aussi donné l'occasion d'expliquer comment, moi aussi, entre 22 et 25 ans, pendant les études universitaires, j'avais été à fond mêlé à cette espèce de révolution culturelle. Et puis comment, malgré ça, malgré on voulait faire une révolution des mœurs surtout, qui nous semblait bloquée sur des structures archaïques, malgré ce mouvement révolutionnaire, j'ai toujours rejeté l'idéologie communiste, disons, qui était quand même très forte. Si on voulait se prétendre vraiment de gauche, il fallait avoir le courage de se dire communiste. Eh bien non, moi je pensais qu'il n'y avait rien de pire à ce moment-là que ces dictatures qui régnaient dans les pays de l'Est européen et dans d'autres pays encore. Et puis, malgré que ce mouvement se voulait révolutionnaire, moi j'ai toujours été contre la tentation terroriste. Et cette tentation, elle a été très forte. Moi j'avais des amis très proches en Allemagne, dans un mouvement d'étudiants allemands. Ces amis sont entrés dans la RAF, dans la Rote Armee Fraktion, qui a tué des gens. Et puis ces gens se sont fait descendre en prison ensuite, mais j'entends c'était le terrorisme. Et j'ai eu des amis en Italie qui sont devenus des membres des Brigades Rouges, qui ont aussi tué et qui ont pensé que la continuation de cette révolution, ça allait jusque-là, jusqu'à des actes terroristes. Mais moi, j'ai toujours appartenu à ceux qui ont été totalement opposés à ces penchants, à ces tentations terroristes. Mais voilà, étant de cette génération qui est née tout de suite après la guerre, qui est née du ouf, de la paix, cette génération qui a vécu la décolonisation des pays d'Afrique. Quand nous étions enfants, quand on apprenait la géographie, l'Afrique c'était rose, c'était tous les pays francophones, des colonies françaises, et puis c'était mauve, c'était toutes les colonies anglaises, et puis il y avait un ou deux pays, l'Égypte, le petit Libéria, qui avaient des autres couleurs, qui étaient plus ou moins indépendants, et puis tout d'un coup, depuis 1960, ces pays se sont libérés du joug colonial. Et puis on a vécu ça, ça a changé tous nos atlas, et puis ça a changé beaucoup de choses. Et puis on a vécu la guerre d'Algérie, qui était toute proche de nous, parce que ces gens qui ont déclenché la guerre d'Algérie, moi je me souviens très très bien, enfant, de 1954. En Suisse, il y a eu un grand événement en 1954, ça ne s'appelait pas encore comme ça, mais c'était le mondial du football. Ce qui s'est passé d'ailleurs en Afrique du Sud cette année, en 1954, c'était en Suisse. Et je me souviens très bien de ces équipes de Brésiliens, de l'Uruguay, qui étaient ici à Bienne. On allait à l'hôtel de la Poste leur faire signer des autographes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et beaucoup d'Algériens sont venus sous couvert d'assister au match, se sont organisés ici pour déclencher la guerre d'Algérie.
le 1er novembre 1954. Et on a vécu, et cette guerre d'Algérie, on l'a vécue comme tout proche. J'entends, elle était en Algérie, mais elle était aussi à Paris. Elle était tout près de chez nous, et ça nous a beaucoup touchés. Et ça a failli d'ailleurs amener une dictature en France. Et puis il y a eu la guerre du Vietnam, qui nous a aussi beaucoup touchés, qui a duré jusqu'à la fin des années, au milieu des années 70 même. Donc on a été une jeunesse très politisée, je dirais, très politisée. On était très loin de l'islam, avec des références chrétiennes en arrière-fond, et puis il fallait combiner tout ça. Et moi j'ai gardé un intérêt permanent pour la politique, et j'ai gardé des idées de base qui sont nées dans cette jeunesse. Naturellement un intérêt pour la grande politique, mais aussi un intérêt pour la petite politique locale, telle qu'on peut la vivre dans une petite ville comme la nôtre. Et pourtant, quand j'ai créé le Drop-In, j'ai tout de suite voulu que cette institution soit politiquement absolument neutre. Et je me suis abstenu de toute participation politique, du moindre engagement politique. J'ai appartenu à aucun parti. J'ai voulu que le Drop-In n'ait aucune coloration politique. Et je suis sûr que c'était un bon choix. Et puis un jour, des années et des années plus tard, étant certain que j'avais démontré que je ne faisais pas de la politique en créant un Drop-In, j'ai tout d'un coup, au contraire, voulu faire un test. J'ai voulu me présenter aux élections au conseil de ville pour, en quelque sorte, tester le degré de popularité, ou d'acceptation, en tout cas, de mon action au sein de la population. J'en ai parlé à un de mes amis, qui était Hans Stöckli, qui était déjà dans la politique, qui était un tout jeune politicien, qui a trouvé que c'était une très bonne idée d'essayer de faire une sorte de test de popularité en me présentant aux élections. Il m'a dit que je risquais rien, que je risquais en tout cas pas d'être élu, puisque j'étais même pas membre d'un parti. Et puis il m'a proposé de figurer sur la même liste que lui, la liste du Parti socialiste, sans avoir besoin d'être membre du parti. C'était en 1988, et à notre grand étonnement à nous deux, j'ai tout de suite été élu. Je vais vous montrer, là j'ai passé sur quelques photos. Après notre élection, le Parti socialiste a montré les nouvelles têtes qu'il y avait. Alors il y a quelques têtes connues peut-être, hein? Tout en haut ici, vous connaissez, hein? Ueli Haag, qui est devenu plus tard conseiller municipal. À côté de lui, Werner Hadorn, de Bilbien, qui est redevenu conseiller de ville aujourd'hui. Il y a même quelques morts. Voilà, moi j'ai une barbe un peu moins longue que tout à l'heure, mais je suis ici en bas, au milieu de ces gens-là. Mit dem Bart, ja. 1988, ces élections, c'était aussi des élections pour la mairie. Et il y a eu une grosse bagarre pour la mairie, où deux personnes s'affrontaient. Ces deux ici, hein, ces deux ici dont vous vous souvenez peut-être. Comme maintenant, il y avait M. Fer à gauche, mais le papa, qui était déjà maire, mais qui se représentait. Et il a eu un challenger qui était Hans-Rudi Erni, qui était un peu comment ce qu'on disait à l'époque, un hardliner du FDP. Et puis bon, voilà, Hermann Fer l'a écrasé pour la mairie à ce moment-là. Mais c'était des épisodes un petit peu épiques dans la vie politique biennoise. Moi, je suis du coup, sans que ce soit au programme, tombé dans le chaudron politique de la politique biennoise, et j'ai tout de suite considéré mon activité au conseil de ville non pas tellement comme un lieu de polémique, mais comme le lieu où on peut faire des propositions concrètes. Et puis,
je crois, mais il y a au moins une témoin dans la salle qui pourrait me contredire ou confirmer, qui était toute proche de moi pendant toutes ces années. J'ai été un conseiller de ville qui a fait beaucoup de propositions, beaucoup d'interventions. Alors on nous a reproché, parce que ça coûte cher quand on propose quelque chose, il faut que l'administration se mette à étudier le problème, et puis ça coûte cher. Mais j'ai essayé d'être actif dans plusieurs domaines, dans la culture tout au début, dans le domaine social, parce que c'était mon métier, pour l'urbanisme, pour l'embellissement de la ville, etc. J'ai d'ailleurs obtenu des succès divers. J'étais étonné d'ailleurs. Parfois, je me suis dit, voilà, maintenant j'ai une bonne idée. Je la donne tout de suite à la presse, ça va faire un grand coup. La politique va aussi s'en emparer, on va beaucoup en parler. Puis c'était un flop intégral. Ça n'intéressait personne. Une fois, par contre, j'ai proposé d'animer un peu le centre-ville et puis de construire un restaurant sur la place centrale, à la place d'un kiosque et puis de toilettes publiques qui contribuaient pas trop à l'animation de la vie en ville. Et là, j'ai été surpris de l'intérêt immédiat de cette idée dans l'administration. On m'a tout de suite téléphoné de tous les côtés. Où c'est que vous voudriez mettre ça? Comment vous voyez ça? L'idée a été acceptée au conseil de ville et on a construit ce restaurant. Et puis le résultat, c'est cette horreur architecturale qui est le restaurant Arcade. J'ai honte d'avoir été un des initiants de ce que ça a donné. Mais voilà, je pense quand même que l'idée de base était bonne, qu'on aurait pu en faire quelque chose de mieux, mais une fois que c'est parti, vous n'avez plus rien à dire sur comment faire. Une autre fois, j'ai proposé de planter des arbres tout le long de la rue de la Gare. Le conseil de ville, gauche et droite confondus, a approuvé cette idée, a décidé que le conseil municipal devait planter des arbres tout le long de la rue de la Gare, et c'est le conseil de ville qui commande. Il n'y en a toujours pas beaucoup, des arbres à la rue de la Gare. Voilà comment ça se passe. On sait finalement qui commande. Et puis, il y a un domaine qui est progressivement devenu pour moi quelque chose de central, c'est la défense des romans et du bilinguisme. Et puis nous nous sommes retrouvés plusieurs, puis je pense en particulier à un Alain Nicati, pour mentionner quelqu'un qui n'était pas dans le même parti que moi, ou un Pierre-Yves Meuchler aussi en même temps à l'époque. Nous étions plusieurs à réagir chaque fois en même temps, lorsque il fallait en quelque sorte faire acte de résistance. Par exemple, il a fallu empêcher que Cablecom supprime des canaux francophones à la télévision. Il a fallu lutter pour le maintien de Arte en français à la télévision, qui a été éliminé. Et c'était épique. Et je me suis retrouvé plusieurs fois dans le bureau du maire, qui était déjà Hans Stöckli à ce moment-là, et il a fallu beaucoup insister pour qu'il nous soutienne. Et il a fini par nous soutenir, et on a fini par avoir gain de cause contre les mensonges que j'ai entendus de la part des dirigeants et des techniciens de Cablecom, des mensonges pour nous démontrer que c'était impossible. Voilà, ça pour moi c'est devenu tout d'un coup un engagement central. La défense de cette minorité, de la culture francophone, et puis de la vie commune entre une majorité alémanique et une forte minorité francophone. Je suis resté 11 ans dans ce conseil de ville, du début 89 à la fin 99. Dans la première législature, j'étais au milieu d'une gauche majoritaire et tranquille, avec un maire, Hermann Fehr, qui était un maire pragmatique, économe, mais qui n'avait pas beaucoup de grands projets. Je me souviens juste d'une énorme bagarre au sujet de quelque chose qu'on a vu avant de me voir là dans le film tout à l'heure, c'était autour de la rénovation de la coupole. Alors là, ça a été une bagarre monumentale. Je ne sais pas, Héna, si tu te souviens de ça. Il y avait tous les jeunes qui meublaient la galerie, puis qui voulaient naturellement lutter pour la rénovation de cette coupole. En 1992,
si je me souviens bien, il y a eu un renversement de majorité. Le socialiste Otto Arnold, qui dirigeait les travaux publics, a été éliminé du conseil municipal, puis il a été justement remplacé par Hans-Ruedi Erni, qui s'était entre-temps fait exclure du parti radical alémanique, tellement il était un peu extrême sur certains de ses comportements, en tout cas. C'était un brave type, mais il s'est pris pour Margaret Thatcher, hein, et puis il a voulu faire la révolution thatchérienne à Bienne pendant ces 4 ans. Mais il n'a rien réussi, si ce n'est à faire partir les meilleurs de ses collaborateurs. Et puis, le pauvre, après 4 ans, il s'est à son tour fait éliminer du conseil municipal. C'était un peu triste, son départ, mais il l'avait un peu cherché, il faut dire. Puis en 1996, retour de Manivelle, c'est de nouveau la gauche qui l'a emporté, notamment avec la réélection, respectivement l'élection au conseil municipal de 2 très actifs, Éric Avallis, qui malheureusement est décédé en cours de législature, et Ueli Haag, qu'on a vu tout à l'heure, qui a fait une brillante élection. Et malheureusement, une autre romande s'est fait éjecter, c'était Marie-Pierre Walliser, qui a représenté, mais de manière, en n'ayant pas trouvé la manière, au fond, qui a représenté le Parti radical roman pendant seulement 4 ans. 1996, donc, c'était pour la gauche une victoire vraiment écrasante. Et moi, j'ai été le mieux élu de tout le conseil de ville, tout parti confondu. Et du coup, tout naturellement, j'ai dû prendre la présidence du groupe majoritaire au conseil de ville, le groupe socialiste. Et j'ai dû ouvrir la législature par un discours où j'ai fait un petit peu l'analyse de ces élections et l'analyse de la nouvelle situation politique, discours dans lequel j'ai fait une démonstration chiffrée de l'ampleur historique de la défaite de la droite. Et je me souviens que celui qui, entre-temps, était devenu un ami, Alain Nicati, justement, qui était lui le chef du parti radical, en tout cas des radicaux romans, il était dans ses tout petits souliers, je devrais dire dans ses tout petites savates, hein, pour ceux qui le connaissent. Et puis, je crois qu'il m'en a toujours un peu voulu de l'avoir un peu remis, d'avoir mis les points sur les i à cette occasion. Et puis à cette première séance de cette nouvelle législature de 1996, il a fallu répartir les directions entre les conseillers municipaux. Maintenant, je suis toujours étonné de voir que ça se fait sans aucune discussion. Les municipaux viennent avec leur ticket, on vous propose ça, c'est accepté sans discussion. À l'époque, c'était vraiment pas comme ça. Le municipal est venu avec une proposition qui n'a plu à personne. Les radicaux avaient une autre proposition. Les Verts avaient une autre proposition. Il faut dire qu'entre-temps, il y avait une espèce de coucou qui était entré au conseil municipal, Jürg Scherer, hein, le chef du parti des automobiles, qui n'était même pas un Biennois. Et puis, on ne savait pas trop quoi faire avec ce nouveau venu, mais enfin, il était bien élu, il avait même créé un parti qui était présent au conseil de ville. Et puis voilà, moi, quand, au nom de ce groupe majoritaire, je suis monté à la tribune, j'avais dans ma poche, je me souviens très bien, 3 propositions différentes de répartition des directions entre ce nouveau conseil municipal. C'était un peu difficile. Et pendant que je parlais, j'avais entendu les autres faire leurs propositions. Je me souviens que je faisais un peu mes calculs dans la tête pour faire finalement la proposition qui plairait pas forcément tout à fait à mes amis politiques, mais celle qui avait le plus de chances d'obtenir une courte majorité. Et puis voilà, puis c'est cette proposition qui a gagné et puis qui a fait, aux grandes dames de certains, de M. Scherer le directeur de la police, où certains ne voulaient surtout pas voir un type d'extrême droite. Voilà, quelques souvenirs comme ça. J'avais, pendant ces années-là, au conseil de ville, une position assez centrale.
être celui qui monte tout le temps à la tribune pour attaquer les adversaires, mais aussi celui qui devait rechercher les majorités toujours. Donc en même temps, avoir des positions pointues, mais être prêt à être consensuel quand même. C'était pas facile, c'était très intéressant. Et j'ai toujours essayé de défendre l'idée qu'il est fondamental que toutes les idées politiques, tous les intérêts politiques, aussi les plus divers, qui soient représentés dans un Parlement. Qu'il fallait donc débattre dans un Parlement et confronter ces idées, mais toujours en respectant l'adversaire politique. C'est-à-dire le considérer comme quelqu'un qui a des autres idées, qu'il faut prendre le temps d'étudier, mais qui, à la fin, doit être un partenaire et pas un ennemi. Même si on n'est pas d'accord sur ce qu'on veut, sur la méthode, l'adversaire, ce n'est pas un ennemi. Et puis, je pense que c'est quand même assez fondamental comme attitude. Et quand je vois aujourd'hui, ces jours, cette espèce de campagne de haine que j'entends au Conseil de ville d'aujourd'hui, que je lis dans certains journaux biennois contre un de nos politiciens en particulier, je me dis qu'il faudrait pouvoir rappeler certains de ces principes et même ramener au centre la vie politique certains principes de respect des personnes, même si c'est des adversaires. Voilà, on ne va pas faire de la philosophie maintenant, mais quand je revois mon parcours politique de mai 68 jusqu'au petit conseil de ville biennois, je me dis qu'au fond, je me sens être resté fidèle à mes idées, mais que ça ne se voit peut-être pas. Je me dis que certaines idées de 1968 sont redevenues actuelles, mettre l'homme au centre plutôt que le profit. Favoriser la participation des citoyens plutôt que l'efficacité bureaucratique, etc. Au fond, on n'était pas tout à fait à côté de la plaque. On était un peu trop tôt, peut-être, en 68. Mais pour certaines idées, on n'était pas tout à fait à côté de la plaque. Et certaines des idées, malgré que tout le monde veut toujours les enterrer définitivement, il serait bon de les ressortir un petit peu, de les faire revivre. Bien sûr, certains des objectifs qu'on avait en 68 ne sont pas encore vraiment réalisés, comme, et c'était probablement l'idée centrale, comme l'égalité de traitement et l'égalité des chances entre hommes et femmes. C'est réalisé sur le papier, mais dans les faits, on en est encore loin. Or, mai 68, c'est vraiment né de la révolte des femmes, de la revendication des femmes à être traitées de la même manière. Je vous rappelle qu'en 68, en Suisse, les femmes n'avaient pas le droit de vote encore. Maintenant, ça semble être une situation du Moyen-Âge, mais c'était comme ça. Voilà. 1998, en plein dans cette législature, dans cet engagement politique au Conseil de ville, on apprend que le préfet de Bienne, M. Yves Monin, annonce qu'il va prendre une retraite anticipée et qu'il faudra lui élire un successeur dans l'année qui suit. Et moi, j'ai tout de suite réagi en disant qu'il fallait absolument de nouveau un roman pour lui succéder, que cet équilibre entre un maire alémanique puis un préfet roman, c'était une bonne chose, et que cette fois, c'était autour d'un roman de gauche. Quand je disais ça, au fond, il n'y a pas de fondement pour ça, mais je me suis tout de suite rappelé que quand j'étais enfant, voilà, je reviens en arrière, mon père, qui m'apprenait beaucoup de choses sur les institutions, il m'avait expliqué qu'on avait eu, depuis la guerre, une sorte de tournus. À un préfet radical avait succédé un préfet socialiste, et à celui-ci avait succédé un préfet radical, de nouveau. Et que c'était un bon principe de faire comme ça. Et puis, constatant que maintenant on avait eu 2 fois de suite
un préfet radical, d'abord M. Marcel Hirschi, dont vous vous souvenez peut-être, qui malheureusement est décédé il y a quelques mois seulement, avec qui j'avais une très très bonne relation, qui était un radical. À lui avait aussi succédé un radical, qui était Yves Monin. Et puis moi je trouvais que c'était maintenant logique que ce soit le tour d'un socialiste, mais dans tous les cas un roman. Seulement voilà, au Parti socialiste, personne ne s'intéressait à ce poste. Les socialistes ont toujours été contre les préfets. Les socialistes considéraient que c'est un héritage des baillis bernois, les préfets. Et puis même les socialistes alémaniques pensaient que cette idée avait été importée par Napoléon. Vous vous rendez compte, une institution française, quelle horreur. Alors voilà, comme j'en ai souvent fait l'expérience, si vous proposez quelque chose, ça vous retombe sur la tête, inévitablement. C'est pour votre pomme si vous proposez quelque chose. J'étais le premier, et puis à gauche le seul, à parler de ce poste de préfet. Donc, on a fait de moi un candidat. Pour moi, le poste était important, sans bien savoir en quoi ça consistait, mais je n'avais pas du tout l'ambition de devenir préfet. Et quand je me suis retrouvé seul à gauche à m'intéresser à ça, j'ai bien dû me poser la question. Est-ce que j'allais être candidat ou pas? On en a discuté en famille. Qu'est-ce que ça impliquait? Probablement un travail tout différent, un engagement tout différent. Finalement, on a été 3 candidats. Et au deuxième tour, en août 1999, j'ai été élu pour succéder à Yves Monin. Puis il a fallu démissionner de tout, parce que ça a commencé tout de suite, le 1er janvier 2000. Ça a commencé d'ailleurs quelques jours avant, parce que mon préfet avait une semaine de retard de vacances à prendre, alors il m'a dit « tu commences ». Et puis dans la nuit du 25 au 26 décembre 1999, qu'est-ce qui m'est arrivé sur la tête? Un événement qui s'appelait Lothar. Vous vous souvenez de Lothar? Et puis là, j'ai découvert que quand il y a une catastrophe, c'est pour le préfet. Et puis ça, ma femme s'en souvient certainement, le matin du 1er janvier, on sortait des vapeurs de la Saint-Sylvestre, et moi j'étais encore au lit. Assez tôt le matin, il y a un type qui sonne chez nous, à la maison, et puis qui se présente avec un bouquet de fleurs, en disant « Yves Monin, c'est un connard, il m'a mis plusieurs fois en asile psychiatrique, j'espère qu'avec vous, ce ne sera pas la même chose. » Et puis voilà. Et puis c'est comme ça que j'ai découvert que les gens qu'on met en asile psychiatrique contre leur volonté, c'est aussi pour le préfet. Et puis le 3 janvier, le 1er janvier, j'ai vu qu'au fond, il n'y a pas de jour de fête pour un préfet, c'est tout le temps. Et puis le 3 janvier, la police me téléphone dans la nuit en me disant, il y a un petit problème, il y a une conduite de gaz qui a pété à côté de l'hôtel Élite, il y a du gaz qui se répand dans les rues, il faut peut-être évacuer tout le quartier, et puis c'est vous qui devez décider ça. J'entends le 26 décembre, le 1er janvier, le 3 janvier, je découvre que c'est le préfet qui doit coordonner les services de sécurité, la police, les pompiers, les ambulances, la protection civile, quand il y a quelque chose comme ça. J'avais aucune idée, je ne savais pas quoi faire, j'ai jamais été pompier, j'ai jamais fait de protection civile, voilà. Comment on est plongé sans aucune formation dans un métier. Maintenant, il y a 1 heure que je parle, je vais un petit peu accélérer. Une des premières grandes décisions que j'ai pu prendre comme préfet, c'était d'autoriser la construction d'Expo 2002, d'Expo 02. Vous voyez, j'oublie même comment ça s'appelait, ce grand événement. Vous vous souvenez? Expo 02. On était pour, on était contre, mais ça a été un grand événement pour nous. C'était tout sauf évident. C'était un projet unique entre Nidau et Bienne. C'était un projet qui n'était pas du tout ficelé, qui se situait à cheval entre 2 communes, entre 2 districts. On ne savait pas qui était compétent pour décider. Très vite, entre le préfet de Nidau et moi, on s'est mis d'accord pour dire on fait comme si c'est un même territoire supra-communal, et puis toutes les décisions, on les prend puis on les signe tous les 2. Et ça a tout de suite
créer un émoi chez les juristes, vous pensez, hein? Des idées un peu innovantes, ça ne passe pas, au point que même mon juriste, le juriste de mon secrétariat, a donné une interview dans le Bieler Tagblatt disant que le préfet n'aurait jamais dû autoriser ça. Il a fallu que je mette un peu les points sur les i, et puis finalement, ça s'est pas mal passé. À deux, on a autorisé la construction, on a autorisé toute la restauration, on a autorisé tout ce qui concernait la sécurité, on a autorisé tous les programmes de manifestation. Dans toute la Suisse, et encore aujourd'hui, tout le monde est certain que c'est Hans Stöckli qui a tout décidé. Hein? Il n'a rien décidé, mais rien de rien. Hein? Il n'a rien décidé. Tout, vraiment tout, a été décidé par ces deux préfets. Et c'est très bien comme ça. Et de là est née d'ailleurs une très bonne collaboration entre nous deux. On n'a pas du tout le même caractère, on ne travaille pas du tout de la même façon, mais on a très bien collaboré. Et lorsque vous, les citoyens, vous avez eu cette mauvaise idée, ce mauvais goût de faire fusionner les districts, c'était tout naturel qui me succède, que le préfet de Nidau, M. Konitzer, devienne mon successeur. Ce qu'il est devenu le 1er janvier de cette année, et moi je suis resté comme suppléant, j'entends je fais le travail, mais c'est lui le préfet. Et il est resté dans ses meubles au château de Nidau. Puis c'est comme ça aussi que Bienne n'est plus le chef-lieu de l'arrondissement de Bienne. Et comme je le disais au début, que le préfet de Bienne n'est plus un Biennois, et puis finalement n'est plus un Roman. Et puis c'est ce dernier point ce que je regrette le plus. Ça s'est jamais lu dans les journaux, mais dans la pratique quotidienne, comme préfet roman, j'ai eu à lutter quotidiennement pour que la langue française soit traitée non pas de manière particulière, mais de manière conforme à la loi, conforme aux directives. Et c'est jamais gagné. Et quand un préfet est roman, c'est pas difficile, il voit. Hein, quand vous recevez des directives ou des projets de révision de loi, que c'est seulement en allemand, puis que c'est toujours écrit en bas du email, la traduction française vous parviendra prochainement, et qu'avec le temps vous voyez qu'elle, ou bien elle vous vient jamais, elle vous vient parfois jamais, ou bien elle vous vient des semaines ou des mois plus tard, comme roman vous remarquez tout de suite, et puis vous voyez tout de suite qu'il faut renvoyer ça à l'expéditeur, et puis dire niet, c'est les deux langues qui doivent venir en même temps. Ça va quand vous êtes roman, mais quand c'est un alémanique qui vient de Berne, qui se donne toute la peine du monde, mais qui n'a aucune sensibilité pour cette minorité romande et pour ce bilinguisme typiquement biennois, c'est un peu plus difficile. Voilà, moi c'est un terrain où j'ai toujours essayé d'être vigilant, et il y a un autre terrain que je veux mentionner, c'est l'égalité de traitement. Je ne me suis jamais laissé influencer par quelqu'un parce que c'était mon copain, ou par quelqu'un parce que c'est le maire de Bienne, et puis qui veut faire passer un projet qui ne tient pas juridiquement. Ou, une fois, j'ai dû, à la place d'une collègue, faire une enquête en tant qu'autorité de surveillance dans une commune où j'ai constaté que rien ne marchait. Et j'ai dû faire mettre à la porte le secrétaire communal, pousser à la démission le maire et prononcer une sanction disciplinaire contre un conseiller municipal. Je vous garantis que j'ai reçu beaucoup de téléphones de politiciens très 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 haut placés pour me dire « mais ça ne va pas, vous avez peut-être raison juridiquement, mais vous avez tort politiquement, comme on dit en France. Hein » Et c'était pas facile de résister, sauf si on le fait toutes les fois, sans exception. Et ça, c'est important, l'égalité de traitement. Et ça, c'est quelque chose que peut se permettre un préfet qui n'est pas un fonctionnaire qui dépend d'un chef et qui peut risquer sa place. Le préfet, il est nommé par le peuple, et son patron, c'est le peuple. Et ça lui renforce ça lui donne... comment est-ce qu'on dit en français les Suisses allemands ont une bonne expression. Ça renforce son dos, on ne dit pas, hein, mais ça lui donne une certaine force, une colonne vertébrale.
de se sentir le représentant du peuple. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire encore d'autres choses, mais sur ces 3 chapitres, le drop-in, le conseil de ville, le préfet, 3 moments longs, où j'étais exposé au public. Et au fond, une carrière politique, alors que je ne suis pas un carriériste, et que s'il y a une chose que j'ai jamais eue, c'était un plan de carrière. Et chaque fois, c'est par hasard. C'est par hasard que j'ai construit ce drop-in, l'idée n'est pas venue de moi. C'est par hasard que j'ai été élu au conseil de ville. On m'avait promis que je ne risquais pas. Et puis c'est par hasard que je suis devenu préfet parce que j'ai ouvert la mienne avant les autres. C'est comme ça que ça se passe des fois la vie. Je vous remercie de votre attention. Et puis je suis excusé für die Deutschsprachige. Es ist mir befohlen worden, dass ich ausschließlich Französisch reden muss, weil man ein gewisses Gleichgewicht oder einen Ausgleich sucht zwischen Deutsch und Französisch bei diesen Gelegenheiten hier. Merci, dass ihr mitgemacht habt. Einige Folien habe ich nicht gezeigt, aber das wäre für meinen Kopf und den habt ihr jetzt mal gesehen. Voilà, merci beaucoup de votre attention.